Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons parler du cas de Sierra Yugin qui est une jeune américaine. Sierra avait disparu mais malheureusement 3 jours plus tard elle sera retrouvée décédée et c'est dans cette vidéo que nous allons vous expliquer comment tout cela s'est déroulé. Sierra Yugin est née à Sylvania en Ohio le 11 février 1996. Elle aurait dû donc avoir 26 ans cette année. Sierra va avoir une enfance plutôt banale et agréable et sera beaucoup aimée de la part de sa famille ainsi que de ses amis. Elle était vraiment appréciée par tout son entourage. En 2014, elle va obtenir son diplôme du secondaire à Evergreen et elle va ensuite s'inscrire à l'université de Tolède afin d'étudier la gestion des ressources humaines. On en vient donc maintenant en 2016, le 19 juillet plus précisément, c'est un mardi et Sierra va se balader cet après-midi-là avec son petit ami avec qui elle est en couple depuis maintenant 7 ans. Son petit ami s'appelle Josh Kolasinski et les deux sont vraiment très proches, ils sont très fusionnels et c'était vraiment le cliché entre guillemets de la belle histoire des deux Américains qui se rencontrent à l'école, grandissent ensemble et qui allaient sûrement se marier et fonder leur petite famille. Sierra est donc âgée de 20 ans et cet après-midi-là, elle est en train de faire du vélo avec son petit ami Josh qui lui la suit à moto. À la fin de l'après-midi, leurs chemins vont se séparer. Sierra va retourner chez elle, chez ses grands-parents, et lui, Josh, va faire demi-tour. Et les deux s'étaient tout simplement dit qu'ils s'écriraient une fois qu'ils seraient arrivés à la maison. Dans la soirée, Sheila, qui est la mère de Sierra, va venir chez ses parents afin de rendre visite à sa fille, mais elle va commencer à s'inquiéter, notamment quand elle va voir que la lumière dans la chambre de sa fille était totalement éteinte, ce qui était assez inhabituel, notamment à cette heure-ci. Elle va d'autant plus s'inquiéter lorsque Josh va lui-même appeler Sheila vers 22h30 en lui expliquant qu'il n'a aucune nouvelle de Sierra et donc demander s'il était bien rentré au domicile de ses grands-parents, ce que Sheila va répondre que visiblement non puisqu'il n'y a aucune trace de Sierra à la maison. Il explique qu'il a envoyé plusieurs messages à Sierra mais qu'il n'a aucune réponse et lorsqu'il l'appelle il tombe directement sur la messagerie et suite à toutes ces informations ils vont tout simplement tous appeler la police afin de signaler la disparition de Sierra. La police va de suite commencer les recherches, ils prennent très au sérieux cette disparition et de suite la première personne qu'ils vont commencer à interroger est Josh puisque c'est la dernière personne qui a vu Sierra en vie et qu'ils ont passé la journée ensemble. Il explique donc qu'elle faisait du vélo, lui il la suivait à moto mais vu qu'ils habitent à deux directions totalement opposées, lorsqu'ils se sont séparés, ils sont rentrés chacun de leur côté et tout allait bien à ce moment-là, elle devait simplement rentrer chez elle. Elle était pas très loin d'ailleurs de son domicile, à quelques kilomètres de là. Donc en vélo, ça faisait vraiment quelques minutes et elle devait tout simplement rentrer puis écrire à Josh pour lui dire que voilà, elle était bien rentrée et tout ce qui s'ensuit. Il était donc environ 18h45 lorsque Josh a vu Sierra pour la dernière fois. Et heureusement, Josh, lors de cette balade cet après-midi-là, avait pris Sierra en vidéo sur son compte Snapchat. C'est là qu'ils ont pu voir d'une part comment Sierra était habillée, ce qui peut donc aider lors des recherches. Ils ont vu la couleur de son vélo qui était violet et ils ont ensuite vu qu'elle avait une montre que les sportifs utilisent pour voir combien de temps ils ont couru, marché, la distance. Et celle-ci était d'ailleurs connectée à son téléphone, donc ils vont essayer grâce à des données de retrouver le chemin qu'il aurait pu emprunter. Pendant donc une partie de l'équipe de police s'occupait à essayer de retracer le téléphone, la montre et tout ça, une autre équipe de police, elle était en train de fouiller les horizons et c'est lors de la fouille qu'ils vont voir une sorte d'intersection dans un champ de maïs qui a été un peu saccadé, il y a des branches qui sont cassées, qui sont couchées et ça va donc évidemment les interpeller. Ils vont commencer à suivre cette piste. Et c'est donc quelques rangées plus loin qu'ils vont découvrir le vélo de Sierra qui a plein de sang sur le guidon, donc évidemment ça ne sent pas bon du tout. Et il faut savoir que le vélo a été découvert à peine 800 mètres du domicile de Sierra, donc quoi qu'il y soit arrivé, ça s'est vraiment arrivé peu de temps avant qu'elle arrive à son domicile.
Avec son vélo, ils ont également trouvé une paire de soleil, une autre paire de soleil qui cette fois-ci n'appartient pas à Sierra mais une personne qui est inconnue. Ils vont également retrouver un tournevis ainsi qu'une boîte de fusibles. Et de plus à côté il y a un casque de moto avec dessus une empreinte de main totalement sanglante dessus. Donc vraiment il n'y a rien du tout pour rassurer les policiers lors de cette enquête. Surtout que ils retrouvent tout ça, donc tous ces effets personnels et d'autres choses qui n'appartenaient pas du tout à Sierra, mais pourtant on ne retrouve pas cette jeune femme, on ne sait toujours pas où elle est, on n'a aucune piste de plus. La scène elle montrait qu'il y avait eu une lutte puisqu'il y a pas mal de sang un petit peu partout sur le guidon et sur ce fameux casque qui a été retrouvé. On ne sait pas à qui il appartient et la police a dit que peut-être il s'agissait d'un enlèvement et donc ils ont commencé à élargir leurs recherches un petit peu aux alentours et donc commencé à interroger les personnes qui vivaient dans les horizons pour voir s'ils n'avaient pas vu quelque chose d'étrange, d'anormal qui ne se passe pas d'habitude. En faisant leurs recherches, ils ont donc commencé à parler à un homme qui s'appelle James Worley qui vivait dans une immense demeure avec plusieurs hectares qui se trouvait à peine 3 km du lieu de la découverte du vélo de Sierra. Cet homme dirigeait un petit atelier de réparation de moteurs et il vivait toujours avec sa mère ainsi que son frère. Pour venir donc un petit peu à l'histoire de cet homme, James Worley est né le 8 avril 1959, il est né à Tacoma dans l'état de Washington et il a commencé très tôt à consommer et à vendre de l'herbe à l'âge de 14 ans. Il n'a pas fait de grandes études, pas même d'études du tout, il a occupé divers emplois dont le métier d'agriculteur lorsqu'il vivait à Delta. Il est également connu des services de police puisque en juillet 1990, James avait tendu une embuscade à une jeune femme qui s'appelle Robin Gardner alors qu'elle faisait du vélo à White House en Ohio. Alors qu'elle faisait du vélo, lui il arrivait avec son camion, il l'a bousculée afin que celle-ci chute, il est sorti de son véhicule et l'a frappée à la tête puis menotté et l'a ensuite menacé avec un tournevis en lui mettant sous la gorge en lui disant que si elle n'arrêtait pas de crier, il allait tout simplement la tuer. Lorsqu'il a ensuite essayé de la monter de force dans le véhicule, par chance, Robin a réussi à s'échapper, à se défaire des mains de James et lors de sa fuite, elle a été prise par un automobiliste et qui l'a donc amené ensuite à l'hôpital puis à la police afin de dénoncer James sur les actes qu'il venait de commettre. James a donc finalement été arrêté et même reconnu coupable d'accusations d'enlèvement sur la personne de Robin Gardner et avait été condamné à 4 à 10 ans de prison avec la possibilité de libération conditionnelle, ce qui évidemment est arrivé puisqu'il a purgé à peine 3 ans de prison. Mais ce n'est pas tout puisque James est finalement retourné en prison en 2000 lorsqu'il a été reconnu coupable d'avoir cultivé des plants donc de marijuana et d'avoir possédé des armes alors que James est une personne qui est handicapée et aux États-Unis même s'il y a un droit de port d'armes, les personnes handicapées elles n'ont pas le droit d'avoir des armes. Donc il possédait des armes illégalement. Il a été libéré seulement 2 ans plus tard en 2002 après avoir demandé une nouvelle fois de pouvoir sortir de la prison en liberté conditionnelle, ce qui a été encore une fois accepté. Donc je vois pas trop l'intérêt de mettre des gens en prison, c'est pour les libérer à chaque fois quand ils ont à peine fait un quart de leur peine, mais bon. C'est donc après cette deuxième libération de prison qu'il a démarré sa petite entreprise donc de réparation de moteurs qu'il fait donc à son domicile puisque comme je l'avais dit il a énormément de terrain et donc il a plusieurs granges, il a sa maison et il peut se permettre de travailler à son domicile puisqu'il a largement la place d'avoir un atelier de réparation de moteurs. Donc après ce bref résumé de la vie de James, lorsqu'il a été interrogé par les policiers, il a dit qu'il ne savait pas du tout où était donc cette jeune femme, Sierra, mais qu'il savait tout de même l'endroit qu'il cherchait, tout simplement car sa moto était tombée en panne à ce même endroit un petit peu plus tôt dans la journée. Il les informe donc que lors de cette panne, il a perdu son casque, son tournevis, ses lunettes de soleil ainsi que des fusibles, donc tout ce qui a été retrouvé là où on a retrouvé les affaires de Sierra, et c'était plein d'affaires dont on ne savait pas à qui elles appartenaient, et maintenant on a enfin un visage sur ses affaires inconnues. Donc il explique tout ceci, que s'il connaît l'endroit, c'est tout simplement car il était tombé en panne. Donc c'est vrai que tout ça pourrait paraître crédible, sauf qu'au bout d'un moment, il commence à dire sans raison aux policiers, de toute façon, je n'ai rien volé ni tué qui que ce soit.
Ça commence déjà à faire suspect à partir du moment où tu dis cette phrase. De plus, la police va remarquer qu'il avait pas mal de marques sur les bras ainsi que des ecchymoses sur les jambes. La police commence vraiment à douter de cet homme et va de suite sécuriser tous les lieux et sécuriser tous les biens de la personne afin qu'il ne puisse plus rien toucher, qu'on ne puisse plus entrer sur cette propriété puisque potentiellement on pourrait y retrouver quelqu'un. Ils vont évidemment continuer leurs recherches et un autre témoin dans la région va décrire une fourgonnette qui roulait à une grande vitesse à travers la zone, ce qui n'arrive pas du tout régulièrement. Par chance, cet homme avait noté la plaque d'immatriculation de cette camionnette et l'a de suite donnée aux policiers. Et lorsque la police va faire des recherches sur ces plaques d'immatriculation, ils vont évidemment se rendre compte que cette fourgonnette, elle appartenait à un fameux James Worley. James qui, je vous le rappelle, avait été reconnu coupable et condamné pour avoir tenté de kidnapper une jeune femme qui était également sur son vélo en 1990. Donc bon, ça commence à faire beaucoup autour d'une seule personne. De plus, la police commence à fouiller tout le domaine de James et ils vont y retrouver de la corde, du ruban adhésif, des fermetures éclairs, des menottes, des armes à feu ainsi que des munitions, des dispositifs d'enregistrement ainsi que énormément de films. Et à l'intérieur de cette même grange, ils vont y retrouver une sorte de pièce un petit peu cachée. Et cette pièce, c'était pas pour y cacher d'immenses trésors, mais plutôt c'était comme une sorte de donjon avec énormément d'objets BDSM dans le but, selon James, de tourner des films par la suite pour adultes. Ça faisait vraiment beaucoup autour d'une personne et les policiers n'ont pas du tout vu ça comme une potentielle scène pour pouvoir y tourner des films pour adultes, mais plus comme une salle où on peut éventuellement emprisonner une jeune femme et lui faire subir des choses pas très saines. Donc dans ce fameux donjon, on va l'appeler comme ça, il y avait des dispositifs qui étaient attachés au mur pour pouvoir accrocher quelqu'un sur le mur et il y avait un congélateur avec beaucoup de sang à l'intérieur. Donc encore une fois, ça ne laisse pas du tout supposer à une éventuelle scène pour faire des films pour adultes. Ils ont également retrouvé des sous-vêtements qui appartiennent à des femmes avec pas mal de sang dessus et il y avait également des fortes odeurs d'eau de javel, ce qui peut donc laisser penser qu'une personne avait tenté de camoufler certaines traces, mais malheureusement, ou heureusement, on ne trouvait encore aucune trace de Sierra à ce moment-là. Donc malgré tout ce qui pourrait pour le moment accabler James, on n'a malheureusement toujours pas retrouvé Sierra. Mais à peine 3 jours après la disparition de Sierra, son corps malheureusement va être retrouvée totalement inerte. Elle a été retrouvée dans une tombe vraiment peu profonde dans un champ de maïs pas très loin. L'autopsie, elle, a révélé que Sierra est décédée d'asphyxie et l'ADN de Sierra a été retrouvé sur un morceau de ruban adhésif ainsi que sur un matelas gonflable qui ont tous les deux été retrouvés dans la grange de James. Donc bon, autant dire que même si on s'en doutait depuis un bon petit moment, là c'est sûr et certain, James a vraiment un rapport avec la disparition de Sierra est probablement l'auteur de cet homicide. James a donc de suite été arrêté et c'est le 16 août 2016 qu'il a été inculpé de 19 chefs d'accusation, ce qui fait quand même pas mal pour une seule personne. Les accusations, elles comprenaient donc un meurtre aggravé, un enlèvement, des voies de fait criminels, une falsification de preuves et des mauvais traitements infligés à un cadavre. Et James, lui, va tout simplement plaider non coupable pour absolument tous les chefs d'accusation. James, lui, va nier en bloc d'avoir rencontré ou encore agressé Sierra. Sa défense a d'ailleurs fait valoir que les éléments de preuve obtenus dans la grange, y compris les sous-vêtements et les articles liés au BDSM, faisaient tout simplement donc partie d'un fameux studio de pornographie que James avait l'intention d'ouvrir. James, pour sa défense, va affirmer que le casque et d'autres éléments qui avaient été retrouvés près du vélo, donc le tournevis, les lunettes de soleil ainsi que la boîte de fusible, avaient été laissé par lui avant que la disparition n'ait lieu et que donc la personne qui aurait agressé Sierra se serait servi de ces affaires-là. C'est pour ça qu'il y aurait du sang, mais que lui n'a rien à voir avec ça. La défense a donc joué là-dessus et ils vont expliquer qu'en raison de la faible contenance d'ADN de James sur ses effets personnels, notamment sur le casque de moto, c'était peut-être quelqu'un d'autre qui avait agressé Sierra
plutôt que James. Un témoin va d'ailleurs dire qu'il avait vu une personne, un homme, accroupi près du champ de maïs et que celui-ci portait un short rouge, mais aucun short rouge n'a été retrouvé dans la garde-robe de James. Cependant, ça ne veut pas dire non plus que cet homme avec ce fameux short rouge était forcément la personne qui venait d'assassiner Sierra, puisque les champs de maïs c'est grand, c'est large. Quand tu es devant, tu vois pas forcément qu'à plusieurs rangées plus loin, il y a un cadavre qui s'y trouve. Mais suite donc au short rouge et à la faible contenance d'ADN de James, ils vont dire que pour lui ce n'est pas James qui est le coupable et qui a donc agressé Sierra. Donc c'est vraiment un coup de pas de chance quoi. Selon eux, il était juste au mauvais endroit au mauvais moment, il est tombé en panne, il a laissé ses affaires, pas de bol, un criminel est arrivé, il les a pris et a agressé une personne. Mais évidemment, vous en doutez bien que pour le juge et pour les jurés, ils ne vont pas du tout croire en cette version. Les plaidoiries finales pour le procès se sont donc terminées le 26 mars 2018 et les délibérations du jury, elles, ont commencé le même jour. C'est donc 2 jours plus tard, le 28 mars 2018, que James a été reconnu coupable de 17 des 19 chefs d'accusation, y compris pour le meurtre aggravé, et les jurés, eux, n'avaient délibéré que pendant quelques heures. Le choix avait été relativement vite concernant James pour savoir si oui ou non il était coupable. Le jury avait donc recommandé la peine capitale, ce que le juge Robinson a confirmé le 16 avril 2018, suite à quoi depuis le 19 avril de la même année, toujours 2018, James est détenu dans le couloir de la mort et sa date d'exécution, elle, a été fixée pour le 20 mai 2025. Donc si on est encore là, d'ici là, peut-être qu'on vous tiendra informé en 2025 de sa probable exécution ou non. Voilà tout le monde, c'est donc tout pour l'affaire de Sierra Yugin. J'espère que celle-ci vous a plu et qu'elle n'était pas très connue du grand public. Personnellement, je l'ai beaucoup aimé, notamment pour la défense un petit peu en carton, selon moi, que les avocats ont essayé de faire à James, parce que d'un avis extérieur, ça semble pas du tout cohérent. On dirait un petit plan que des petits collégiens ont fait entre eux pour essayer de pas se faire choper, mais c'était beaucoup trop gros ce qu'il y avait autour de James pour qu'il soit rendu non coupable. Comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas de mettre un petit like, des commentaires et à vous abonner juste en dessous. Et on se retrouve très prochainement avec Murders Explained.